Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, au Vajab, USA par Kemi Seba, rencontre Poutine-Obama, et pour finir, Syrie par M. Bassam Taran. Tout de suite, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire, donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, USA par Kemi Seba. Black Lives Matter, qui est l'émergence d'une société civile non manipulée, autonome, qui souhaite qu'une seule chose, défendre les droits des leurs, les droits des Africains déportés en Amérique qui sont ostracisés dans leur propre pays. Il y a un proverbe qui dit, c'est l'ostracisation d'un homme qui crée la volonté de ce dernier de se constituer comme sa propre puissance. On est en plein dans cette illustration-là lorsque la communauté afro-américaine s'organise pour revendiquer ses propres droits. Et il y a un autre mouvement bien plus massif et qui va compter. Je pense que Afrique Média sera de la partie à Washington le 16 octobre pour les 20 ans de la marche d'un million d'hommes qui avait eu lieu en 1995 par l'honorable ministre Louis Farrakhan. En 2015, le mois prochain, il y a les 20 ans de cette marche. Et Farrakhan est en train de faire quelque chose qu'aucun leader afro-américain n'a fait en termes d'impact. Faut pas oublier qu'un million d'hommes, c'est le plus grand rassemblement de l'histoire des Afro-Américains. Les médias aiment bien mettre en avant le rassemblement de monsieur Martin Luther King, l'honorable Martin Luther King, qui avait rassemblé à l'époque 250 000 hommes et femmes, en comptant des blancs aussi qui étaient présents, c'est une très bonne chose. Oui, mais même dans le cadre de Louis Farrakhan, il y a beaucoup de blancs qui se sont déjà prononcés. Récemment, mais ce que je veux dire, c'est que Farrakhan avait fait quelque chose d'encore plus grand, une marche d'1 million d'hommes. C'était quelque chose noir qui était présent à cette période-là. Et là, il est en train de rassembler tout le mouvement de rue. Tous les chefs de gangs, tous les groupes des gangs, tous les mouvements de la société civile, les mouvements responsables aussi, les personnalités politiques aussi, qui sont en train de converger. Il a même fait venir des blancs, je vais prendre un exemple, un rappeur qu'on connaît tous, un homme blanc, Eminem, qui lui-même, pourtant, c'est pas quelque chose qui est censé être sa cause, mais qui a fait une donation assez énorme pour que cette marche puisse avoir lieu. On s'attend, et Barack Obama risque d'avoir un camouflé, on s'attend à une manifestation historique lors du 16 octobre aux États-Unis pour dénoncer l'inaction des autorités américaines face à cette négropolítica culturelle qui perdure. Tout de suite, rencontre Poutine-Obama. De notre édition internationale, retour sur la rencontre entre Barack Obama et Vladimir Poutine qui s'est déroulée lundi à New York. Les deux chefs d'État se sont réunis à huis clos pour une discussion de plus d'1 heure et demie.
la première depuis plus de 2 ans. Au cœur des échanges, bien entendu, le conflit syrien après les annonces d'un renforcement de la présence russe ces dernières semaines. À ce sujet, les présidents russes et américains se sont entendus sur le principe de discussion tactique alors que les deux parties sont engagées sur le territoire et ne souhaitent pas être amenées à s'affronter. Vladimir Poutine s'est dit prêt à améliorer ses rapports avec les États-Unis et même à participer à des frappes contre Daesh aux côtés de la coalition, à l'exclusion de toute intervention au sol. En revanche, le chef du Kremlin a rappelé son soutien à Bachar al-Assad, pour lui, seul interlocuteur crédible. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président syrien Bachar el-Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Mais fondamentalement, la seule solution à ce problème, c'est de remettre en place un gouvernement là où il a été détruit, afin de renforcer les institutions gouvernementales là où elles existent encore ou là où elles sont en train de prendre forme. De son côté, Barack Obama a maintenu sa position sur le président syrien, qualifiant Assad de tyran, bourreau de son peuple. On nous dit que ce repli est nécessaire pour ramener l'ordre, que c'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme ou d'empêcher l'ingérence. Si l'on suit cette logique, nous devrions apporter notre soutien aux tyrans comme Bachar al-Assad, qui utilise des barils d'explosifs pour massacrer des enfants innocents, parce que l'alternative serait certainement pire. Le président américain s'est placé dans une logique d'ouverture, se disant prêt à travailler avec Moscou et Téhéran sur la crise syrienne. Une stabilité durable ne peut prendre racine sans un accord de paix pour vivre ensemble, forgé par les Syriens. Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Une position religieusement suivie par François Hollande à l'occasion d'une conférence de presse. Le président français s'est totalement aligné sur les directives de Washington, aussi bien sur le départ d'Assad que sur l'idée d'une coalition élargie. Il faut que Bachar el-Assad parte pour que l'opposition et des éléments du régime fassent le rassemblement indispensable. Et il faut que cessent immédiatement les bombardements dans des conditions épouvantables qui se pratiquent aujourd'hui par le régime de Bachar el-Assad. Une initiative est nécessaire. Une coalition large est nécessaire. Nous devons parler à tous les pays. Dès lors qu'il y a ce drame, cette tragédie, ces morts encore aujourd'hui. Pour Vladimir Poutine, c'est au peuple syrien de décider du sort de Bachar el-Assad et non pas à Barack Obama ou François Hollande. S'il a confié avoir le plus grand respect pour ses homologues, le président russe a rappelé qu'il n'était pas des ressortissants syriens et ne devait donc pas être impliqué dans le choix des dirigeants d'un autre pays. Et pour finir, Syrie par M. Bassam Taran. M. Hollande a employé une très belle formule. On ne peut pas faire travailler ensemble le bourreau et la victime. Très belle phrase, bien frappée, un moment fort de cette intervention aux Nations Unies, un rappel des valeurs. Mais alors là, permettez-moi de reprendre cette formule et de faire un peu l'avocat du diable. Je suis entièrement d'accord qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, finalement, juridique et autres, bourreau et victime. Mais la question qui se pose, qui est le bourreau? Qui est la victime? Ah, alors là, je crains que l'on puisse inverser le schéma auquel pense le président de la République. C'est-à-dire, Assad pourrait être la victime, et le bourreau, je dirais, bon, de manière générale, c'est l'Occident, mais d'une manière particulière, en ce qui concerne la France, ce serait plutôt les responsables du Quai d'Orsay et plus précisément
notre grand ami Fabius. Pourquoi? Vous voyez, commençons d'abord par la reconnaissance que la France a faite du Conseil national syrien, de la coalition syrienne, comme seul et unique représentant du peuple syrien. Bon, on peut dire, c'est pas très légal tout ça, parce que ces gens-là qui forment ces deux ensembles, ces deux rassemblements, n'ont pas été élus. C'est en fait leur légitimité, ils la tirent de la reconnaissance française. Bon. Est-ce que la France est bien placée pour donner comme ça un quitus de bonne conduite, de représentativité, en fait de remplacer le peuple syrien? C'est aussi une position très faible. Mais jusque-là, je dirais, passons. C'est pas là le plus grave. Le plus grave, c'est que quand on passe en revue les déclarations des différents présidents ou responsables ou porte-parole de ces deux formations, le Conseil national syrien et la coalition plus élargie, on se rend compte qu'il y a eu toujours, mais toujours, un discours qui faisait l'apologie des islamistes, qu'ils appartiennent à Nusra, avant la création de Daesh, ou à Daesh une fois créé. Et ça, qu'on me prouve le contraire. Je peux vous citer des noms. La déclaration la plus spectaculaire, c'était de Georges Sabra, qui a dit carrément qu'il fallait collaborer avec les islamistes. On entend même le représentant de cette coalition en France, qui fréquente souvent l'Élysée et le Quai d'Orsay, également prendre parti pour les islamistes en reprenant presque mot à mot, ou dans le même champ sémantique, disons, la célèbre parole de Fabius, « An-Nusra fait du bon boulot ». Alors vous voyez, là, qui est le bourreau? Celui qui aide les islamistes. Vous ajoutez à cela, à part les déclarations, ça c'est juste au niveau des déclarations, des prises de position orales. Passons à la partie praxis, action. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la France a bel et bien donné des armes à soi-disant des rebelles modérés. Puis on a appris que tout ça a été entièrement faux. Les armes sont passées entre les mains de l'armée de la conquête, Jaish al-Fath, ou de Al-Nusra. Et là, franchement, le bourreau paraît être beaucoup plus l'Occident, avec tous ses représentants, qu'ils soient anglais, français ou américains, et la victime, c'est le peuple syrien et Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, là je passe, si vous voulez, à la victime. C'est pas que je le victimise, n'est-ce pas? Pas du tout. Voilà un président élu. Il a des problèmes avec des manifs. Le monde entier se ligue contre lui pour le renverser. Ça devient un complexe psychopathique, ça relève ça relève vraiment des maladies mentales, quoi. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la Syrie, on nous met il faut qu'il parte? Je trouve que s'il a tenu pendant 5 ans, c'est pas simplement par la violence ou la terreur comme on veut nous le faire croire. La terreur, là, elle vient de ceux que soutient l'Occident. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à tenir ce discours. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, la légitimité d'un Alain Marceau, d'un Jacques Millard, d'un Munier, je crois. Tous ces gens-là sont révoltés en disant « mais enfin, c'est pas convaincant. On arme des gens qui vont retourner les armes contre nous. » Je l'ai même montré que ces mêmes islamistes étaient mécontents de l'attitude de la France parce qu'elle ne leur livrait pas les armes qu'ils voulaient. Ils voulaient des missiles anti-avions.
Et ils ont même appelé à assassiner Hollande. Je l'ai dit, j'ai traduit des vidéos dans ce sens-là. Donc, pour revenir à cette déclaration de notre président de la République, pour qui, encore une fois, j'ai un grand respect, mais la victime, c'est plutôt Assad, et le bourreau, c'est l'Occident. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.